question est la suivante, comment vous portez-vous? Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadente. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Voter utile, c'est voter pour un avenir socialiste. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Hélas, hélas, hélas. Et oui, vous avez entendu Chirac, Giscard, De Gaulle, bien sûr, De Gaulle. Et oui, ça. L'histoire de France fourmille de petites phrases. Et évidemment, depuis la télévision, la radio et les médias, ça s'est effectivement multiplié. Alors, on va en parler, Céline, avec, il faut le dire, l'historien de la petite phrase. Et oui, et cet historien nous fait le plaisir effectivement d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Il s'agit donc de Michel Le Serre. Bonjour à vous Michel, vous venez exprès de la Baule pour nous rencontrer et on vous en remercie. Alors vous publiez un livre très intéressant aux éditions Erol, un livre intitulé effectivement donc La petite phrase, dans lequel vous explorez donc la nature, la fonction et la genèse des petites phrases politiques donc qui ont marqué l'histoire de France et celle du monde. De quand les petites phrases datent-elles, Michel Le Serre ? Eh bien, probablement de l'apparition du langage. Et je suis désolé de ne pas pouvoir vous citer la première, du coup, mais je vais vous en proposer une qui est assez ancienne et qui me paraît intéressante. C'est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus. C'est Jésus. Ouais. Jésus, le jour des rameaux, et il entre à Jérusalem, donc c'est le début de la semaine sainte. 5 jours plus tard, il sera mort. 7 jours plus tard, il sera ressuscité. Ça se passe pas très bien, il y a des remous, etc. Et il tombe sur un groupe de pharisiens, donc des juifs très orthodoxes, qui sont très résistants aussi, hostiles à l'occupation romaine. Et pour le prendre en défaut, il lui pose la question: est-il permis de payer l'impôt à César? Alors là, de deux choses. Ou bien Jésus dit oui, et il est très mal avec les Juifs qui résistent. Il est collabo. Voilà, exactement. Voilà, Ou bien il dit non, et il va avoir des ennuis avec les Romains. Eh oui, c'était un sacré piège, cette question. Voilà, exactement. Ouais. Et il s'en sort le plus habilement possible. Il demande à disposer d'une pièce de monnaie. Il voit l'effigie de l'empereur dessus. Que voit-on là? C'est César, l'empereur. Et il dit, eh bien, écoutez, rendez à César ce qui est à César. Excellent échappatoire, il s'en est bien tiré. Alors vous allez me dire, évidemment, il ne faut pas exagérer quand même, c'est Jésus, vous n'avez pas considéré ça comme une petite phrase. Alors je vous propose un petit jeu intellectuel. Supposez que là, à ma place, vous recevez le pape François qui visite la France. Bon, oui. Très honoré d'être à sa place. On peut l'imaginer. Voilà. Le pape Michel, il y a le pape François. Et puis alors, vous lui posez tout un tas de questions, et vous lui demandez, très Saint-Père, et les Français sont assaillis d'impôts, ils en ont marre, est-il permis de ne pas payer ses impôts? Et le pape, qui s'attendait un peu à la question, il plonge dans la poche de sa soutane, il sort des pièces de monnaie, il dit « Qu'est-ce que je vois là ?» Et vous lui répondez « Ah ça c'est la Sommeuse, c'est l'une des effigies de la République. » Et le pape vous dit « Eh bien, rendez à la République ce qui est à la République. » Et le lendemain, combien pariez-vous que dans toute la presse, vous avez le titre « La petite phrase du pape chez Sud Radio ». Oui, bien sûr. Eh oui, sans aucun doute. Donc, pourquoi, si ça venait du pape, on parlerait de petite phrase, et pourquoi on n'en parlerait pas quand c'est Jésus? Et cette petite phrase de Jésus a justement plusieurs caractéristiries intéressantes. Pardon, Michel Le Serre. Oui, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Vous n'avez pas parlé du second membre de la phrase. Alors, qui a disparu aujourd'hui. Alors, qui le plus souvent... Alors, cette petite phrase... Pardon, parce que la laïcité est basée là-dessus. Ça a été le premier laïc. Non, bien entendu. Et bien sûr, et quand
quand dans l'Église on commente cette phrase, on donne toujours la seconde partie, qui est la plus importante, bien sûr, pour les chrétiens. Mais c'est justement l'un des aspects très intéressants de cette petite phrase, en tant que petite phrase. Et c'est très fréquent de laisser tomber la partie qui dérange, ou le mot qui dérange, l'adjectif dont on veut pas. Et le fait est que si vous faites une recherche sur le web, d'abord, c'est la phrase de Jésus la plus citée, de très loin. Ouais. Et c'est probablement la phrase religieuse la plus citée dans l'absolu. Mais très souvent, les petites phrases sont, comment dire, criblés par leur public, triés par leur public. Ils laissent tomber ce qui les arrange pas. Oui, donc, c'est pas les auteurs de la phrase qui trient. Pour Jésus, certainement, à Dieu ce qui est à Dieu, c'était le plus important. Mais n'empêche que pour sa postérité, c'est surtout rendez à César ce qui est à César qui est resté. Mais alors, concernant la signification de cette petite phrase de Jésus, vous dites que beaucoup y voient la première expression du principe donc de séparation de l'Église et de l'État. C'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, bien sûr, et ça a été beaucoup utilisé depuis lors, on en a beaucoup parlé. Oui, enfin, c'est peut-être extrapolé un peu, hein, quand même, mais enfin... Ouais. Non, c'est une phrase qui a certainement eu beaucoup d'importance. Ouais. D'ailleurs, je vous disais, c'est la phrase de Jésus la plus citée sur le web. La seconde, la plus fréquente, c'est « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc c'est toujours un peu le même esprit, hein, quand même. Et on va finir là-dessus, parce qu'on va avancer, Céline. Mais il y a eu quand même... Jésus a fait le premier calembour de l'histoire. « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Oui, ce qui fait beaucoup rigoler les Anglais, d'ailleurs. « You are stone and that... » Oh là là. You are stone and on this stone, I will build my church. Alors avançons effectivement dans l'histoire à présent et parlons donc du plus populaire des rois de France, à savoir Henri IV. Donc c'était un homme d'esprit, très coutumier, donc de bons mots. On peut dire qu'il fut l'un des pionniers de la communication politique, Michel Lesser. Sans aucun doute, et on le voit encore jusqu'à nos jours. D'ailleurs, il a gardé une très bonne réputation. Il n'y a pas tellement de dirigeants de ce niveau-là qui aient une aussi bonne réputation. Il l'a soigné avec différentes petites phrases. D'ailleurs, il l'a soigné avec l'idée de la poule au pot, des choses comme ça. Et avec cette petite phrase qui est peut-être la plus connue de l'histoire de France, ou l'une des plus en tout cas, c'est « Ralliez-vous à mon panache blanc », bien entendu. Ça, c'est vrai que c'est une des phrases les plus célèbres. Il l'a prononcée dans quelques contexte, alors, cette phrase? Alors, c'était le 15 mars 1590, lors de la bataille d'Ivry, juste avant la bataille d'Ivry. Vous savez qu'il avait été désigné comme roi par Henri III, son prédécesseur mourant, mais comme il était protestant, les catholiques l'avaient mal pris, d'où guerre de la religion, guerre civile, et il affrontait l'armée catholique du duc de Mayenne, qui était beaucoup plus nombreuse que son armée à lui. Et donc, à cette époque, il n'y avait pas d'uniforme. En plus, là, les soldats parlaient la même langue, donc il fallait se reconnaître dans le tumulte de la bataille. Et avant de partir au combat, il dit à ses hommes, si jamais vous perdez le fil des événements, ralliez-vous à mon panache blanc. Alors, c'est formidable, parce que c'est un acte de leadership en 6 mots, je dirais. Il se montre à ses hommes comme exemple avec son panache blanc, mais en même temps, il se montre à l'ennemi. Il devient une cible. Oui, parce que et en même temps, on est dans une situation de guerre civile. Les Français se battent contre les Français. Et dans l'idée de ralliez-vous, il y a une espèce de sous-entendu. Donc, il se montre non seulement à ses soldats, non seulement aux Anglais, mais à tous les autres qui regardent. Le ralliez-vous, c'est venez à moi. Venez. Et c'était une sorte de main tendue, pourrait-on dire. Alors évidemment, il n'y avait pas de témoin pour enregistrer ça. Comment on a retrouvé justement trace de cette petite phrase? Alors quelques jours plus tard, quand même, un poète de cour, Guillaume de Bartas, a fait une description de la bataille. Et puis surtout, beaucoup plus tard, peu après la mort du roi, Agrippa d'Aubigné, un poète donc de l'époque, a fait cette description avec justement le plumet, la plume et le panache. Et c'est vrai, vous avez raison, en tout cas, le sens de la formule « Paris vaut bien une messe », c'est quand même assez formidable. Absolument. Quand on vient de l'époque. Tout à fait. En tout cas, Henri IV, il remportera cette bataille et il restera donc sur le trône de France un peu plus de 20 ans. Michel Lesser. Alors parlons à présent d'un autre roi de France, c'est Louis XIV. On lui doit, on peut dire, la plus connue
petite phrase de l'histoire de France à lui, non? Oui, l'État c'est moi, effectivement. Et c'est pourtant l'une des plus brèves aussi, mais elle a beaucoup servi, et encore bien plus du temps de la Révolution que de notre temps, puisque c'était l'exemple même de l'absolutisme royal. Alors, sous la Révolution, évidemment, on en a beaucoup parlé. Et c'est tel que l'histoire a été écrite, c'est une phrase qui a été prononcée le 13 avril 1655. Louis XIV avait alors 17 ans. Il apprenait son métier de roi. Et dans des circonstances difficiles, c'est la guerre avec l'Espagne, il y avait beaucoup de dépenses, il avait décidé d'augmenter les impôts. Et il apprend que le Parlement s'est réuni, pendant que lui était en vadrouille, pour contester cette décision de lever des impôts supplémentaires. Et il débarque, et Voltaire a raconté la scène plus tard, il débarque, il arrivait de la chasse, alors il débarque avec ses bottes crottées, le fouet à la main, il dit de quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais vous comprenez l'intérêt de l'État. Et il dit, l'État, c'est moi. Et donc, c'était évidemment un rappel à l'ordre. Alors oui, et en même temps, ça avait un côté putsch, parce que le Parlement avait quand même vraiment son rôle constitutionnel. Donc ça a été pris comme l'instauration d'une monarchie absolue. Oui. Michel Le Serre, juste un mot. Ouais. Aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, on est en 2021. On n'est pas, Macron, il peut pas dire l'État c'est moi? Est-ce qu'on n'est pas en monarchie républicaine, peut-être, mais alors, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire « La République, c'est moi ». Oui. On ne peut pas dire que c'était un grand succès. C'était Mélenchon. On ne peut pas dire que ça lui a beaucoup réussi. Vas-y. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. En revanche, Michel, vous précisez dans votre livre que si l'on avait fait dire à Louis XIV « Je suis l'État », cette petite phrase ne nous serait probablement pas parvenue. Pour quelle raison? Oui, j'ai pas de raison si logique, sauf que le jeu passe mal, en effet, Je suis l'État est moins fort que l'État c'est moi. Absolument. D'expérience, on se rend compte que le pronom personnel, ça passe pas très bien. Le jeu passe pas très bien. Arrivons à Cambronne. Oui, on va passer maintenant au chapitre des petites phrases militaires. Et effectivement, un mot du général Cambronne figure en première ligne. C'était lors de la bataille de Waterloo, le 8 juin 1815, Michel. Eh oui, ça prouve que d'abord que les petites phrases sont pas toutes politiques, en effet. Alors, c'était à la fin de la bataille de Waterloo, et vous savez comment ça s'est terminé, mal, bien sûr. Et donc, au soir de la bataille de Waterloo, la garde impériale a formé le dernier carré pour résister jusqu'au dernier moment. Les Anglais leur crient « Rendez-vous !» Et Cambronne répond eh bien, un journaliste qui a assisté à la scène écrit ça le lendemain. Cambronne répond « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Et à l'époque, on parle de mots. C'est le mot de Cambronne, c'est la garde meurt, mais ne se rend pas. L'expression petite phrase n'est venue que bien plus tard. À l'époque, on parle de un mot historique. Le mot historique de Cambronne, c'est la garde meurt, mais ne se rend pas. Tout de suite, il y a des gens qui mettent ça en doute. Dans de telles circonstances, on fait pas des phrases. Il a dû dire autre chose. Mais alors, attendez, vous prononcez il a démenti lui-même. Non. Le merde. À l'époque, ça se disait pas. C'était extrêmement grossier. Vous voulez dire que Cambronne, non, parce que quand on parle du mot de Cambronne aujourd'hui, c'est pas la garde meurt ne se rend pas, c'est merde. Aujourd'hui, mais voyez, justement. Alors c'est là une genèse intéressante. Et donc, on disait dans les salons, vous rigolez, Cambronne, il a sûrement pas dit la garde meurt, mais ne se rend pas. Et Cambronne lui-même, on lui a demandé, est-ce que vous avez dit ça? Il dit non, j'ai jamais dit ça, jamais de la vie. Et puis, bon, avec le temps, on oublie ça. Et puis, en 1842, Cambronne, qui s'était retiré à Nantes, sa ville natale, c'est la mienne aussi, donc je le souligne, il s'était retiré à Nantes, il meurt, et la ville de Nantes veut lui ériger une statue, qui est d'ailleurs dressée dans la ville de Nantes, sur le cours Cambronne, pour les gens qui connaissent. Et sur le socle de la statue est écrit « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Ça, c'était en 1842. Puis bon, le temps passe, tout le monde a oublié ça. Mais en 1862, paraît le tome 2 des Misérables, Cosette. Et là,
dans ce tome-là, Victor Hugo décrit la bataille de Waterloo. Et il décrit la fin de la bataille de Waterloo. Alors, ému, tenant la minute suprême suspendue au-dessus de ses hommes, on les imaginerait fait en tout, avec les canons prêts à leur cracher la mitraille dessus, tenant la minute suprême suspendue au-dessus de ses hommes, un général anglais leur cria « Braves Français, rendez-vous !» Cambronne répondit « Merde !» Voilà. Ah, c'est Victor Hugo. Voilà. Oui, donc c'est Victor Hugo qui a fait du mot de Cambronne une formule héroïque en quelque sorte. Et d'ailleurs, Victor Hugo complète « L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c'est Cambronne. » Ah ouais. Et foudroyer d'un tel mot, le tonnerre qui vous tue, c'est vaincre. Alors pour des Français qui l'avaient pas bien digéré, la bataille de Waterloo, évidemment, la fierté nationale était outragée. En plus, Victor Hugo était au sommet de sa gloire à ce moment-là. Du coup, merde est devenu un mot glorieux. Et c'est comme ça que le mot de Cambronne, c'est désormais un mot en un seul mot, et non pas ce qu'était le mot de Cambronne historique, ça, ouais. Soi-disant. Très intéressant, les métamorphoses. Exactement. Et là, par grand écrivain interposé. Exactement. Donc, il arrive que une petite phrase ne soit pas réellement prononcée par l'homme à qui elle est attribuée. Par l'auteur. Oui. En tout cas, parfois, la petite phrase sert de prétexte à cogner dur, Michel. Par exemple, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Qui est l'auteur de cette petite phrase ? Eh bien, on a pu l'entendre à de nombreuses reprises, attribuée à Göring, à Goebbels ou autres responsables du Troisième Reich. Et donc, c'est une phrase, effectivement, qui fait très... Ça fait très nazi, quoi. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Mais c'est fait, mais c'est faux. C'est pas de cela. C'est qui Alors, c'est une phrase qui est due à un écrivain allemand qui s'appelait Hans Jost, et qui a écrit une pièce. Avant le régime nazi, enfin. Alors c'était en 1933, donc. D'accord. Au moment de l'arrivée des nazis. Ouais. Et il avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Schlageter. Schlageter étant un écrivain allemand qui s'était rebellé contre les Français lors de l'occupation de la Ruhr et qui avait même été fusillé pour ça. D'accord. Et c'est lui qui dit dans sa pièce. C'est pas lui qui le dit, c'est un de ses copains. Schlageter, lui, il est pour l'action culturelle et et l'un de ses copains, au contraire, dit il faut y aller, il faut cogner sur les Français. Donc moi, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Alors, savez-vous que cette petite phrase a été paraphrasée par Jean-Luc Godard dans Le Mépris, où il dit, il fait dire au producteur américain qui est joué par Jack Palance, quand j'entends le mot culture, je sors mon carnet de chèques. Oui, c'est une phrase très... oui. En tout cas, les petites phrases politiques célèbres qui ont marqué l'histoire de France et celle du monde entier. On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Vous avez compris ? On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes, ce qui est à redouter. Mais quoi ? Ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. De Gaulle, le très grand auteur des petites phrases, effectivement. Et on continue d'en parler parce que vraiment, je l'ai dit, c'est les pierres du petit poussé, c'est vraiment les galettes du temps, c'est formidable, les petites phrases, Céline. Et oui, on continue d'en parler avec Michel Le Serre qui publie aux éditions Erol un livre dans lequel il raconte l'histoire de 50 petites phrases politiques qui ont traversé les siècles. Alors d'où viennent-elles? Comment se propagent-elles? Quelle est leur portée réelle? Alors dans la première partie de cette émission, Michel, on a parlé d'Henri IV, de Louis XIV et de Cambronne. Parlons à présent donc de Gaulle. Il a été, on peut dire, l'un des plus prolifiques auteurs de petites phrases, Michel. Oui, comme on vient de l'entendre d'ailleurs, il a sorti des formules absolument extraordinaires, mémorables, et qui nous sont restées. Mais pas toujours avec une coloration rose. Et je pense notamment à « Je vous ai compris », qui est l'une des plus brèves et l'une de celles qui ont le plus marqué, mais qui ont aussi laissé le souvenir le plus mitigé. Oui, amertume d'un côté, il faut absolument bien dire. Oui. Rappelons dans quel contexte il avait... Alors, c'était le 4 juin 1958. De Gaulle venait d'être nommé président du Conseil. C'était en pleine guerre d'Algérie.
l'année la plus dure de la guerre d'Algérie, ça avait été 1957, l'année de la bataille d'Alger, beaucoup de sang, beaucoup d'inquiétudes chez les Pieds Noirs. Et donc De Gaulle, à peine nommé président du Conseil, débarque à Alger, fait un discours essentiellement devant des Européens, et il commence son discours en disant « Je vous ai compris ». Enthousiasme absolument de la foule. La foule, pour elle, c'était Algérie française. S'il dit « je vous ai compris », c'est forcément qu'il veut dire Algérie française. Parce que la foule qui est là, c'est la foule d'Algérie française, et, enfin les Pieds Noirs, et qui dit « voilà, je vous ai compris », c'est-à-dire « je vous approuve ». Et en fait, voilà. Et en fait, voilà. Et De Gaulle l'a assumé plus tard dans ses propres écrits, en disant « vous vous rendez compte, dans les circonstances de l'époque, je ne pouvais pas dire que mon intention était de lâcher l'Algérie ». Et évidemment, ça lui a été beaucoup reproché. C'est une petite phrase à retardement. On nous a menti. Sur le coup, ça n'a pas été plus remarqué que ça. Pas cette phrase-là en tant que petite phrase. Il était entendu que De Gaulle venait dire aux Européens en Algérie, on garde l'Algérie française. Et donc, c'est resté un souvenir très amer. Et ça montre qu'une petite phrase, finalement, elle est plus dans les oreilles des auditeurs que dans la bouche de son auteur. Oui, exactement. Et oui, alors parlons à présent de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Rappelons-nous, le 10 mai 1974, un débat d'entre deux tours donc oppose les deux candidats à la présidentielle. Et on se souvient donc de ce débat mémorable. Écoutons cette passe d'armes. Le moment est venu, monsieur Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est ça, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés qui sont servis par toutes vos lois. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Sûrement pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres. Et oui, Michel Le Serre, cette petite phrase donc, de Valéry Giscard d'Estaing, qui est mémorable, il l'avait improvisée totalement. Alors oui, il assure qu'il l'avait improvisée. Et si vous regardez la vidéo qui est disponible sur les archives de l'Institut national de l'audiovisuel notamment, si vous regardez la vidéo, vous avez vraiment l'impression que c'est sorti comme ça. Il a été touché, il a trouvé sa réplique inspiré par le souffle d'en haut, comme dirait Victor Hugo à propos de Cameron, inspiré par le souffle d'en haut, il a trouvé cette réplique. Alors, il avait pu se préparer quand même, parce que on savait bien quelle était la faiblesse de Giscard d'Estaing. C'était le froid technocrate. Et c'est pour ça que Mitterrand en avait joué. Mitterrand, il en avait rajouté sur le cœur, le sentiment, la bonté, etc. Les privilégiés que vous voilà, êtes, exactement. etc. Et jusqu'à ce que ça fasse trop pour Giscard, et que finalement, ça lui a inspiré sa réplique. Et je pense que c'était pas prémédité directement cette petite phrase elle-même. Mais qu'est-ce qui fait alors qu'elle est restée pérenne, cette petite phrase ? Eh bien, je pense que, d'abord, c'est un débat qui a marqué l'opinion. C'était le premier débat présidentiel. Hein. Et c'était tout nouveau encore pour les Français. Ça avait... oui, il y avait beaucoup d'auditeurs. Et tout de suite, la presse l'avait interprété comme le tournant de la campagne. Tout de suite, cette simple phrase, on lui avait attribué un pouvoir extraordinaire. Et dans la presse, le lendemain, il est question de petites phrases assassines, de flèches mortelles, de phrases qui tuent. C'est quand même très très fort. Oui, il y a du sang. Beaucoup. Enfin, ça a été vrai comme un scud envoyé par Giscard à Mitterrand. Oui. Ouais. Je dirais même, c'est comme s'il lui arrachait le cœur. Et oui. Et oui, à l'époque, selon certains témoins, Mitterrand a estimé avoir perdu l'élection justement sur cette répartie. D'après un témoin, un ami de Mitterrand, il a dit que Mitterrand lui avait confié en effet qu'il avait compris qu'il avait perdu là-dessus. Ouais. Ah oui. En tout cas, on doit à Valéry Giscard d'Estaing d'autres petites phrases. Vous vous souvenez de « Je veux regarder la France au fond des yeux », Michel. Voilà, et c'était justement parce qu'il savait que son image de technocrate était pas bonne, et que lors de sa déclaration de candidature, il dit « Je veux regarder la France au fond des yeux ». Il voulait mettre du sentiment.
Ça lui était pas très naturel, bien sûr. C'était pas ce qu'il avait de plus naturel. Mais le débat l'a amené à se surpasser. Et alors, c'est une phrase qui est restée parce que elle a servi à beaucoup de détournements. Et à chaque fois, ça lui redonne de l'élan. On vous dira, vous n'avez pas le monopole de l'immigration, des classes moyennes. Oui, dans beaucoup de débats, ça a été repris à l'époque. Ouais. Et Mitterrand lui-même l'a repris. En 1988, opposé dans un débat à Chirac. Chirac lui reprochait d'avoir augmenté la TVA sur les croquettes pour les chats et les chiens. Ouais. Et Mitterrand lui répond, Monsieur Chirac, vous n'avez pas le monopole du cœur pour les chats et les chiens. Comme quoi, hein, ça marche. Oui. Ça marche. En tout cas, il y a une autre petite phrase qui a marqué la campagne présidentielle de 1974. C'est « Ne tirez pas sur l'ambulance ». Quel est l'auteur de cette petite phrase ? Alors ça, c'est Françoise Giroud. C'est une phrase de journaliste et non pas d'homme politique. Françoise Giroud, qui était une journaliste absolument exceptionnelle, cofondatrice de l'Express. Qui a été ma patronne dans l'Express, à l'Express, quand j'y étais, oui. Ah oui, alors donc, vous pourrez confirmer qu'elle a bien dit ou écrit. Elle a écrit ça dans un éditorial de l'Express. Voilà. Et en fait, c'était un éditorial, si je me souviens bien, non pas anti-Chaban-Delmas. Voilà, c'était à propos de Chaban-Delmas. Absolument. Chaban-Delmas, théoriquement, pour lui, tout était bon. C'était le successeur naturel des gaullistes. Hein. C'était l'élection qui suivait la mort de Pompidou, qui lui-même avait pris la suite du général de Gaulle. Le candidat gaulliste, là, c'était Chaban-Delmas, qui avait été maire de Bordeaux, grand résistant, général à 29 ans. Et donc, normalement, c'était lui qui sélectionnait. Mais ça n'avait pas marché. Et Françoise Giroud le lui a reproché en disant qu'il ne jouait pas dans sa catégorie. C'est une expression qu'on utilise à propos des sportifs. Assassin, hein, c'était tout à fait assassin, parce que Chaban-Delmas était très sportif et il s'en vantait beaucoup. Alors dire vous ne jouez pas dans votre catégorie, c'était abominable. Juste un mot là-dessus, parce qu'il faut rappeler le contexte politique, c'était après la révélation de sa feuille d'impôt. Oui, c'est vous ça. savez, où il n'avait pas payé d'impôt du tout et ça l'avait cassé. Exactement, il n'avait pas su rebondir là-dessus. Voilà. Et donc quand Françoise Giroud écrit ne tirez pas sur l'ambulance, ou plus exactement, on ne tire pas sur une ambulance. Ouais. Eh bien, c'était en fait une antiphrase. C'était pas euphémisme, il dit on ne tire pas, parce que ça voulait dire feu sur ce candidat qui est foutu. Elle l'achevait d'une balle bien placée. C'était la Lali, effectivement. Mais elle avait un sens des formules, Absolument. André. On lui doit aussi celle-ci. La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important on désignera une femme incompétente. Eh ben ça y est, les enfants. Non seulement ça, mais je dirais même que la femme a largement dépassé l'homme. Absolument. On y est complètement. Là, ça va très très bien. On peut dire à François Giroud, paix à son âme, que c'est gagné. Alors évoquons à présent l'une des citations politiques les plus reprises de la fin du XXe siècle. C'est « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Effectivement, on l'a entendu, réentendu cette citation. Elle a été prononcée par qui et dans quel contexte ? Alors c'est une phrase de Michel Rocard, qui était alors Premier ministre de Mitterrand. Il était interrogé par Anne Sinclair sur TF1. Là aussi, c'était l'enregistrement de l'émission. Voilà, 7 sur 7. L'enregistrement de l'émission est disponible dans les archives de l'INA. Et déjà, l'immigration posait des problèmes. Il y avait beaucoup d'agitation sur ce sujet. C'est vers quelle année, ça C'était pendant sa campagne de 88. C'était en 96, non C'était... Je sais pas, enfin bon, écoutez. Parce qu'il avait fait une tribune dans Le Monde pour effectivement corriger le tir le 24 bien août plus tard. 1996. Donc c'était bien plus tard. C'était en 1988 en réalité. C'est ça. Cette formule. C'était au moment de la campagne présidentielle de quelle année 1988. Oui, alors allez-y, parce que c'est intéressant de raconter la fortune et les infortunes de cette phrase. Voilà. Et donc, Anne Sinclair l'interroge, on vous accuse de rien faire contre l'immigration. Mais si, dit Michel Rocard, on a expulsé l'année dernière bien plus de monde que d'habitude, 10 000 personnes, etc. Et il explique, on peut pas, la France ne peut pas héberger toute la misère du monde. Ou accueillir toute la misère du monde, on trouve sous les deux formes. A priori, il a plutôt dit héberger, mais on voit plus souvent accueillir. Et c'est tout de suite devenu une petite phrase, tout de suite ça a été remarqué, tout de suite ça a créé des remous à gauche, et tout de suite ça a été repris à droite. Parce que
Une petite phrase, ça s'adresse à un public. Ça n'existe que si ça a un public. Bien sûr. Et la chose extraordinaire, le public de cette petite phrase-là, c'est le public des adversaires théoriques de Rocard, de la droite. Donc ça a été repris à l'envi par la droite pendant des années, jusqu'à ce que Rocard se rende compte que ça lui nuisait dans une politique de gauche, pour une carrière politique de gauche, et qu'il essaie de revenir dessus en expliquant, avec la manière un peu chantournée, propre à Michel Rocard, ces explications vraiment pas claires que... Oui, il y avait une suite à cette phrase, alors on ne l'a pas entendue. Alors certains ont dit, oui, ça a été coupé au montage. Non, pas du tout, c'est qu'en réalité, c'était dans sa tête. Et c'était une suite qui disait, mais elle doit en prendre fidèlement sa part. C'est ça, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre fidèlement sa part. Mais en fait, cette tribune n'a jamais modifié le destin de cette petite phrase. Absolument. C'est ça. Et alors pour une raison très, très simple, c'est que, 2 raisons même. Premièrement, il y a eu suffisamment de monde pour dire, mais jamais de la vie, vous avez vraiment prononcé ça, et vous n'avez pas prononcé la suite. On n'en trouve absolument aucune trace, y compris des journalistes de gauche. Il y a eu une enquête de Libération très fouillée, qui dit, non, Michel Rocard, grande polémique, bien sûr. Oui. Et la deuxième raison, c'est que dans une petite phrase, il ne peut y avoir qu'une seule idée. Or là, dans cette phrase rectifiée par Michel Rocard, qui devenait un peu longue, ce n'est plus si petit que ça, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit en prendre fidèlement sa part. C'était trop long, mais il y avait surtout 2 idées différentes. Or, il ne peut jamais y avoir qu'une idée. La petite phrase est toujours très simplificatrice. Oui. Alors, cette petite phrase, effectivement, elle était quand même très négative. En général, peu de petites phrases passent à la postérité. Celle-ci a tellement marqué qu'elle est restée, en fait, voilà, le négatif passe mal, en général. Notre cerveau, il comprend mal la négation. Et... Alors évidemment, Rocard n'a jamais été réputé pour sa simplicité de parole, donc peut-être que c'était particulièrement représentatif de Rocard. Mais surtout, c'est un peu comme vous n'avez pas le monopole du cœur, qui était aussi une petite phrase négative. En réalité, la sémantique, elle est positive. Je vous arrache le cœur, monsieur Mitterrand. Eh bien, avec Rocard, c'est un petit peu la même chose. Et en sous-entendu, pour les gens qui la reprenaient, c'est-à-dire de droite, ça voulait dire les immigrés dehors. Et ça voulait dire que même quelqu'un de gauche est d'accord avec elle. Et voilà, l'interprétait comme ça, absolument. Alors les petites phrases Emmanuel Macron, on a fait aussi sa marque de fabrique. Certaines ont choqué, écoutons-le. Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Oui, Michel Le Serre, effectivement, toutes ces petites phrases, on peut dire qu'elles ont donné une mauvaise image à son quinquennat. Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Vous vous rappelez qu'à l'automne 2018, vous avez eu les Gilets jaunes, grande révolte, à cause du prix du gazole. Le prix du gazole, l'augmentation de la taxe est annulée, la révolte continue. Donc c'était pas la vraie cause. Et plusieurs commentateurs, et je pense notamment au professeur Arnaud Mercier, qui est professeur à Paris 2, professeur de communication politique, et plusieurs commentateurs ont considéré que cette rébellion, c'était contre un homme qui manquait d'empathie, à preuve ces petites phrases du moment, et le professeur Mercier en citait 4 expressément. « Je traverse la rue, je vous trouve du travail », les Gaulois réfractaires, on met un pognon de dingue dans les minima sociaux, et des gens qui ne sont rien. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces 4 petites phrases, c'est que si vous analysez les circonstances dans lesquelles elles ont été prononcées, elles n'ont probablement pas été préméditées, au moins pour 2 d'entre elles. Bon. Oui, probablement pas. Voilà, je traverse la rue, je vous trouve du travail. C'était lors d'une visite de l'Élysée comme monument historique. Emmanuel Macron tombe sur un jeune homme qui dit « j'ai pas de travail », etc. C'était pas prémédité. Les Gaulois réfractaires, si, parce que c'était dans un discours officiel au Danemark, devant la reine du Danemark. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Non, parce que c'était une séance de travail, échange, voilà, une discussion à bâton rompu entre Emmanuel Macron et son entourage.
Et enfin, des gens qui ne sont rien, c'était dans un discours officiel, mais si vous regardez la vidéo, c'est un discours pas construit, c'est un peu à bâton rompu. Donc, c'était pas vraiment pensé par Emmanuel Macron, certainement. Et deuxièmement, ça ne s'adressait pas à l'ensemble des Français. Il y en avait une qui s'adressait à un jeune homme en particulier, l'autre à la reine des Pays-Bas, la troisième à ses collaborateurs, et la quatrième à des jeunes qui voulaient créer des start-up, donc qui se considéraient certainement pas comme des gens qui ne sont rien. Et pourtant, c'est ça qu'on est allé chercher. Et alors, je pense en effet que ça a eu un caractère délétère pour toute la suite du quinquennat, parce que le biais de confirmation a fonctionné. Désormais, dans tout discours de Macron, on va chercher la petite phrase négative qui montre son manque d'empathie, son hostilité envers les Français. Et son exemple, côté hors sol, les compagnies. Exactement. Oui. Exemple, pas si vieux que ça. 21 janvier 2021, un discours de 38 minutes même à Saclay, dont le titre était « Présentation de la stratégie nationale sur les technologies quantiques ». Donc un sujet vachement sérieux. Et sur ces 38 minutes, qu'est-ce qu'on a retenu? Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Pendant 37 minutes, Emmanuel Macron a parlé de science, de théorie quantique, de milliards de... Et qu'est-ce qu'on a retenu? La petite phrase qui le montre sous un mauvais jour. Et ça, malheureusement, il n'y échappe pas. La petite phrase malheureuse, c'est comme le dentifrice sorti du tube. Voilà, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Absolument, ouais. Ça vous suit. Et si on essaie, on l'a vu avec Michel Rocard, il a essayé de faire rentrer dans le tube, pas moyen. Eh oui, les petites phrases ont parfois effectivement de grandes conséquences et un impact considérable sur l'image de leurs auteurs. Mais au fond, qu'est-ce qu'une petite phrase? Quel est son devenir possible? Réponse dans un instant sur Sud Radio. Eh bien, je voudrais dire au Premier ministre et à M. Mitterrand qu'on ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. Le petit noir que vous prenez sur votre comptoir, je suppose, le matin, comme tout le monde. Pas de malentendu, il s'agit de la tasse. Il s'agit de la tasse, n'est-ce pas? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Et oui, voilà la petite phrase. On pourrait vous en citer des centaines, comme ça on aurait pu faire 5 heures avec le livre passionnant de Michel Le Serre. Mais Céline, c'est quoi une petite phrase? Comment on peut la synthétiser? Eh bien, c'est Michel Le Serre qui va répondre à cette question, n'est-ce pas, Michel? Oui, alors d'abord, c'est une locution qui n'est pas si ancienne. Elle s'est imposée il y a une 50aine d'années. Auparavant, on utilisait d'autres formules. La pique, le mot, d'où le mot de Cambronne, la pique, effectivement, et aujourd'hui, la flèche. La punchline. Et aujourd'hui, la punchline. Le vocabulaire n'est pas stabilisé. Oui. Et on pourrait remonter aussi dans le temps. Il y avait un mot pour ça, c'était l'apophthegme. Alors l'apophthegme, je vous défie de le classer dans la conversation, et je vous parle pas du Scrabble. Et donc maintenant, aujourd'hui, on dit la petite phrase. Et alors on la définirait comment? Alors les dictionnaires hésitent. Il y a un grand nombre de définitions différentes, mais il y en a une qui me plaît bien. C'est celle de l'Académie française. Ouais. L'Académie française, c'est pas une encyclopédie, mais elle définit quand même des mots. Et alors, elle utilise l'expression petite phrase pour illustrer l'adjectif petit. Et elle l'a défini ainsi: une formule concise qui, sous des dehors anodins, vise à marquer les esprits. Donc 12 mots. Formule concise qui, sous des dehors anodins, vise à marquer les esprits. Alors une formule, c'est-à-dire pas forcément une phrase complète. Ça peut se réduire à un mot. Mais une formule, c'est quelque chose de fort. Pensez à E égale MC2, Einstein a résumé l'univers entier avec 2 lettres, un chiffre et un signe mathématique. Donc, formule, c'est pas forcément une phrase entière. Une formule concise, donc qui dit beaucoup de choses en peu de mots. Courte, Une formule concise qui sous des dehors anodins. Des dehors anodins. S'il y a des dehors, c'est qu'il y a des dedans. L'important est dedans. La petite phrase est pleine de sous-entendus. Et du contenu. Voilà, et c'est ça. Et c'est ça qui importe, c'est ce qui est dedans, en fait. Mais dites-moi, la frontière, alors, entre petite phrase et citation, elle est pas très nette, alors? Alors, la citation...
C'est le bâton de maréchal de la petite phrase. La petite phrase, elle dure un certain temps, hein, plus ou moins longtemps, selon les circonstances, l'utilité, les gens. Et celles qui deviennent citations, c'est celles qui sont pérennisées. C'est une question de durée. Alors, je reviens à la définition de l'Académie française, si vous voulez bien. Oui. Cette formule concise qui, sous dehors anodin, elle vise à marquer les esprits. Alors, vise, c'est le plus beau dans cette définition. C'est le verbe de la phrase. Et qui est le sujet de ce mot? C'est la petite phrase elle-même. C'est cette formule concise qui vise à marquer les esprits. Ouais. C'est-à-dire qu'elle échappe à son auteur. Elle est même éventuellement indépendante de son public. Elle a sa force propre. Elle vit sa vie propre. Elle vit sa vie propre. Ouais. Et l'auteur, quelquefois, ça lui échappe. Et à marquer les esprits, donc ça s'adresse aux souvenirs, et les esprits, il y a un côté collectif. Et ce qui manque quand même dans cette définition, c'est justement l'auteur. Oui. Il est question de la petite phrase, mais on ne dit pas... Celui qui l'a prononcé, voilà. C'est quand même important. Or, c'est absolument indispensable qu'il y ait un auteur. Car, en réalité, que fait une petite phrase? Elle crée un lien entre un personnage et son public. Et c'est ce qu'on a dit à propos de Macron. Les petites phrases de Macron ont implanté dans une partie de l'électorat français, en tout cas, que c'était un homme peu empathique, froid, voire méprisant. Il l'est pas, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que les Français, une partie des Français, sont allés chercher ça dans ces petites phrases, qui ont donc pris leur autonomie par rapport à leur auteur. C'est ça. Et qui ont marqué... même s'il n'est pas du tout cela, ça renvoie une image. Exactement. C'est ça l'important. L'auteur est important. La petite phrase est plus un message sur son auteur qu'un message de son auteur. Ouais, c'est assez passionnant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces petites phrases, encore une fois, regardez tout ce qu'on a fait, Céline, depuis 1 heure, eh bien, elles sont toutes là. On les connaît et elles se transmettent. Et oui, merci Michel Le Serre d'être venu sur Sud Radio. Alors, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des petites phrases cultes de nos politiques, je vous invite à vous rendre donc sur phrasitude.fr, le blog de notre invité. Sinon, lisez son livre qui est vraiment passionnant, La petite phrase, publié aux éditions Erol. Tout de suite sur Sud Radio, c'est Brigitte Lahaye. Qu'est-ce qui fait durer le couple? Question mystère, réponse dans un instant sur Sud Radio avec le docteur Catherine Emlé-Pensol. Qu'est-ce qui fait durer le couple? Une petite phrase.